Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de Sur la glace, notre cinquième balado-diffusion de la saison. Mesdames, Messieurs, nous sommes le 9 novembre. J'ai failli m'installer sur mon balcon aujourd'hui pour faire sur la glace. Je ne sais pas où vous êtes au Québec ou partout dans le monde pour nous écouter, mais je peux vous assurer qu'ici, dans la grande région de Montréal, il fait un temps superbe. La fenêtre est ouverte juste à côté de moi. On est toujours à la maison, évidemment, pour réaliser nos émissions, nos balados-diffusions. C'est extraordinaire. Habituellement, à ce temps-ci de l'année, on a déjà des fois les deux pieds dans la neige pour aller au match de hockey. Ce n'est pas le cas cette année. Beaucoup de choses à nouveau à vous proposer cette semaine dans notre balado-diffusion. On va s'entretenir dans quelques instants avec Jim Holton, l'entraîneur-chef des Islanders de Charlottetown. Les Islanders de Charlottetown qui ont un excellent début de saison. C'est la meilleure équipe de la Ligue depuis le début de la saison. D'ailleurs, j'ai publié la semaine dernière mon premier état des forces, le fameux Power Ranking, comme on dit, et j'ai placé les Islanders de Charlottetown au premier rang devant les Foreurs de Val-d'Or. Les Islanders qui ont gagné un match, qui ont perdu un match en fin de semaine, 9 victoires, 2 défaites. Alors, il sera question des Islanders dans quelques instants avec Jim Holton. Un petit peu plus tard également, au cours de notre balado-diffusion, on va s'entretenir avec Mathieu Turcotte, entraîneur adjoint des Voltigeurs de Drummondville, qui lundi dernier, malheureusement, a dû laisser tomber ses fonctions avec l'équipe des Voltigeurs en raison de la COVID. Comme vous allez l'entendre dans l'entrevue, Mathieu a des prédispositions cardiaques et c'était dangereux pour lui que de demeurer avec les Voltigeurs dans l'entourage de l'équipe. Et c'était dangereux pour sa conjointe aussi. Alors, on a décidé de prendre un pas de recul dans sa présence avec les Voltigeurs. On va souhaiter, dans son cas, que tout aille bien. On va s'entretenir avec lui dans quelques instants. On va vous présenter ces deux entrevues-là, Jim Holton et Mathieu Turcotte, que j'ai réalisées un petit peu plus tôt aujourd'hui. Nous sommes le 9 novembre. Qu'est-ce qui retient l'attention dans la Ligue de hockey junior major du Québec? C'est cette nouvelle qui a été confirmée hier. On en entendait parler depuis quelques semaines. Il y aura finalement un projet de... Je ne veux pas appeler le mot tournoi parce que ce n'est pas vraiment un tournoi où il y a un trophée à gagner à la fin, mais une bulle, si on veut, où on va être capable de disputer, on l'espère, 21 matchs en 11 jours au Centre Vidéotron à Québec. Ça va commencer le 17 novembre prochain, si tout va bien, donc mardi prochain. Donc lundi prochain, on aura sûrement l'occasion de se reparler de ce projet bulle-là. Et ça va impliquer les 7 équipes qui se retrouvent présentement en zone rouge et qui ne peuvent jouer des matchs. On pense aux Olympiques de Gatineau, à l'Armada de Blainville-Boisbriand, aux Voltigeurs de Drummondville, aux Tigres de Victoriaville, aux Cataractes de Shawinigan, aux Remparts de Québec et aux Saguenayens de Chicoutimi. Dans le cas des Saguenayens, il y a un cas qui est arrivé en fin de semaine dernière à l'effet qu'un membre du personnel de l'équipe a eu un test positif. Donc, pour les Saguenayens, encore ce matin, je lisais sur le compte Twitter de l'équipe où les Sags disaient: nous sommes en attente pour savoir si on sera en mesure de participer à ce projet bulle-là du 17 au 27. Mais en théorie, il y aurait 7 équipes qui participeraient à cette rencontre, à ces rencontres. Les équipes seraient confinées dans des hôtels à Québec, dans 2 hôtels différents. Et on jouerait 2 matchs par jour, un à 14 heures et un à 19 heures. Il semblerait que les médias et les recruteurs ne soient pas admis à assister à ces matchs. Évidemment, pas de spectateurs, ça, on le savait déjà. Mais ça permettrait à des équipes, à cette équipe-là, de jouer 6 matchs et de rattraper un peu le calendrier. Parce qu'il faut être honnête, dans les maritimes, certaines équipes ont 12 matchs de disputés depuis le début de la saison. 6 semaines, 12 matchs, 2 par semaine. Et tu as des formations comme l'Armada et les Remparts qui n'ont joué que 2 matchs le premier week-end et qui sont inactives depuis plus d'un mois. Alors, on veut rattraper le temps perdu. On espère que ce projet-là va fonctionner. Ça a été approuvé par la santé publique. Alors, reste à voir comment ça va se dérouler. La Ligue junior majeure du Québec devrait d'ailleurs tenir un point de presse virtuel demain, le 10 novembre, à ce sujet. Pour vous résumer un petit peu ce qui s'est passé en fin de semaine, bien évidemment, il y a eu des matchs dans les Maritimes. Il y a également eu 2 matchs en Abitibi. Sherbrooke qui s'est rendu à Rouyn-Noranda pour 2 matchs. Sherbrooke qui avait également perdu à Val-d'Or mercredi dernier. Sherbrooke qui faisait un retour après un mois. On a joué 3 matchs finalement la semaine dernière du côté du Phoenix. 3 défaites. Donc, on se retrouve avec une fiche de 0-5. C'est un début de saison difficile pour le Phoenix. Évidemment, il y a des circonstances atténuantes. Comme bien des équipes dans la Ligue, on espère le retour des Européens éventuellement. Et Samuel Lavaille, le gardien de but du Phoenix, c'est un élément extrêmement important dans l'échiquier de la formation. Il n'est pas là présentement. J'en ai parlé la semaine dernière. C'est un sujet qui est récurrent dans le cas de Sherbrooke. Et d'ailleurs, Stéphane Julien, dans une entrevue accordée à une radio
de Cogeco à Sherbrooke a déclaré qu'il trouvait que le leadership de la Ligue faisait défaut là, dans le dossier des Européens parce que du côté de Sherbrooke, on aimerait bien avoir Samuel Lavaille, mais pour l'instant, il n'est pas là. Et là, avec le mondial junior qui s'en vient, Samuel Lavaille qui va sûrement représenter la Slovaquie, ça va être difficile peut-être de le voir avant la période des fêtes, mais on espère toujours du côté de Sherbrooke. Du côté d'Halifax, Elliott Desnoyers a connu son deuxième match de la saison de 4 buts. Et il a marqué 2 fois 4 buts en l'espace de 2 semaines et demie. Alors, Elliott Desnoyers, maintenant, se retrouve avec 11 buts cette saison. 11 buts, c'est le même total qu'il avait inscrit dans toute la saison l'an dernier. Il faut que je vous parle également de Cédric Desruisseaux, qui a ajouté d'autres buts en fin de semaine. Il est rendu à 14 buts avec les Islanders de Charlottetown. Et surtout, Cédric Desruisseaux a une séquence actuelle qui roule 10 matchs de suite avec au moins un but. Et vous savez, vous vous posez peut-être la question, le record de la Ligue junior majeure du Québec, on est encore bien loin, ça appartient à Pierre Larouche, ça remonte à 73-74, 27 matchs de suite avec un but. Je ne pense pas qu'un jour on va réussir à battre ça. Mais 10 matchs de suite avec un but, c'est seulement le 9e joueur dans les années 2000 à réussir cet exploit-là pour Cédric Desruisseaux. Sidney Crosby a fait 14 en 2004-2005, Pierre-Marc Bouchard 12. Il y a 2 joueurs qui ont fait 11 matchs de suite avec un but, Thomas Beauregard et Jérôme Sanson, lors de la saison 2006-2007. Et 10 matchs de suite avec un but, bien, il est le 5e à le faire dans les 20 dernières années. Antoine Vermette, Sean Cullimore, Luke Adam et Vincent Dunn ont réussi ça. Alors, il n'a pas marqué de but Desruisseaux dans le premier match des Islanders. Et depuis, dans les 10 suivants, il a touché la cible au moins une fois. Il a quand même 11 matchs de suite avec un but. C'est tout un début de saison. D'ailleurs, il en sera question avec Jim Holton. Il faut parler évidemment de ce qui s'est passé à Rimouski samedi après-midi. C'est assez extraordinaire. Le Drakkar avait joué à Rimouski vendredi soir. Rimouski en a profité pour signer sa première victoire de la saison, compte de 1-0. Et là, samedi après-midi, c'est le deuxième match. Il est 16 h. On s'apprête à commencer le match. L'hymne national est interprété. Les arbitres sont en train de patiner. Et soudainement, Serge Beausoleil, entraîneur-chef et directeur général de l'Océanique, cellulaire en main, fait signe à l'arbitre du match. Viens ici, on doit te parler. Et là, il prête le cellulaire à l'officiel. Et là, l'officiel a parlé à quelqu'un de la Ligue. On ne sait pas qui exactement, mais un officiel de la Ligue pour lui dire, écoutez, les Saguenayens de Chicoutimi ont un cas positif. Et là, les Saguenayens n'étaient pas à Rimouski. Là. Les Saguenayens ont un cas positif. Comme les Saguenayens ont joué à Rimouski mardi, ben, c'est peut-être plus prudent de laisser tomber le match de cet après-midi. Alors, à la consternation générale, c'est sûr qu'il n'y avait pas de spectateurs dans les estrades, mais les gens qui suivaient le match sur la web diffusion, ben, les 2 équipes sont retournées au vestiaire et il n'y a pas eu de match samedi après-midi. On était à quelques secondes de laisser tomber la rondelle sur la patinoire, mais on a voulu ne prendre aucun risque. Alors, ce match-là s'en va maintenant dans la catégorie des matchs à reprendre un petit peu plus tard. C'est assez exceptionnel comme situation. Pour revenir à Elliott Desnoyers, tantôt, j'ai oublié de vous dire, il a été évidemment choisi avec son match de 4 buts, joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec pour la 2e fois cette saison. Il a 5 buts, 2 passes en 2 matchs. Alex Bocage des Huskies de Rouyn-Noranda a profité du week-end pour marquer son 100e but en carrière dans la LHJMQ, devenant ainsi le 7e joueur de l'histoire des Huskies à marquer 100 buts en carrière. Le meneur de tous les temps pour la concession de Rouyn-Noranda avec 115 buts. Donc, c'est un plateau que Bocage pourrait peut-être atteindre cette saison, quoiqu'on parle beaucoup de lui dans les rumeurs de transactions à la période des fêtes. On verra bien. Mais entre 2002 et 2006, Brent Aubin a marqué 115 buts avec les Huskies de Rouyn-Noranda. D'ailleurs, je salue Brent Aubin. L'an dernier, il me disait que même d'où il est en Allemagne, il écoutait régulièrement notre balado-diffusion sur la glace. Alors, si c'est le cas, on le salue. Il détient toujours le record de 115 buts en carrière avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Écoutez, je vous ai parlé en début de balado-diffusion de Jim Holton, entraîneur-chef et directeur général des Islanders de Charlottetown. Il fait un travail exceptionnel depuis 5 ans. C'est sa 6e saison avec les Islanders. Alors, ce matin, j'ai réalisé une courte entrevue. Évidemment, c'est en anglais. C'est pas très long, ça dure 5-6 minutes. Après l'entrevue, on va résumer ses propos, mais je vous invite à écouter le sympathique entraîneur-chef des Islanders de Charlottetown, Jim Holton. Well, hi, Jim. First of all, how is it going in PI right now with the pandemic and I would say with everything? How life's going right now? We're actually pretty lucky here. The Atlantic bubble has served us well. We don't have any active cases right now on PEI, and on a daily basis, our routine feels normal. You played a lot of games so far in the Maritimes. I think like only in Moncton there was a problem for a couple of games, but you must be happy to have probably one of the best team in the country right now, even if it's only like 11 games played. I mean, 9-2, it's a really good start. Yeah, we're really happy with the start. We've had
we've had good fortune. We've stayed healthy throughout it all. A couple of our veteran players have been really, really hot to start. And as you know, in junior hockey, if you can start off well, it bodes well for your group confidence. And I think we're playing with a lot of confidence right now. Were you expecting something like that when you saw the preseason game? Not necessarily. I think one of our concerns heading into the season was where our offense would come from. And I think that's been probably our biggest surprise. I mean, we expected Cedric Desrosseaux to have a good season, but it's been a ridiculously hot start for him. Our power play has been very, very good. We figured our defensive play with Ellis and Cormier, Lowan, et cetera, on the back end was going to be strong, but we've been a little bit surprised, pleasantly surprised by the offensive output. Tell me about Desrosseaux. I was looking at the stats. He's the first guy, I think, in 8 years to have 10 games in a row with at least one goal. I mean, only for the first game he didn't score, and since that, he's having at least one goal every game. Well, it's been fantastic to see. It's a complete contrast to last year. I think Cedric was extremely snake-bitten with tough luck a year ago at this time, and it really affected his confidence. But he rebounded. He had a strong second half for us last year prior to the season getting canceled and carried that in. He had a wonderful summer in the weight room. Came in, and right from day one, he's been our best player. And again, the confidence, his shot seems to be quicker and harder this year. And again, he's just seeing all kinds of open net right now. When you decided last summer to acquire goalie Colton Ellis, you knew that you're going to find out a really good goalie, probably one of the best in the history of the league. What does he bring? I mean, it's confidence. What is it exactly? You look at the stats, of course, he's unbelievable since 4 years in Rimouski, but what does he bring else? Maybe in the dressing room or with the younger players? Or well, this kid's a complete package. He's a consummate professional. How he prepares, how he recovers. He's on the bike every day after practice. A wonderful example for our young players. How he studies the opposition. He's interactive in our meetings. Our penalty kill meeting, he's as big a part of the meeting as the coaches are, just the way he sees the game. I think he brings a calming presence, and a lot of the great goaltenders, they have that. They understand when to calm the game down, when to control the game. He's got a really natural feel that way for the game. And he's just a terrific person. He's slowly starting to take the mantle of leadership on in our room, and really has been a major contributor in all facets. For you, it was necessary, mandatory to have like a transition between Matthew Welsh last year, who were there for like 5 years, and then the young guy? Well, we tried to learn from past mistakes, quite frankly. At 17 years old, we tried to force Matt Welsh into being the number one goalie. And we didn't think he was ready, and we didn't think it was very fair to him at the time. So trying to learn from that, not do the same thing with Jake Gubbe. The trade for Colton Ellis was as much about Jacob Gubbe as it was about Colton Ellis. We think Goobs is our goalie of the future, but it's about climbing the ladder. It's taking a step at a time and learning from proper mentors. And he can learn from Welsh, he can learn from Ellis, and hopefully at 18 he's ready for the mantle of number one. But this way we don't have to force him into an uncomfortable situation. Jim, normally at this time of the year, it's when we start to have some talks with other GMs as far as the trading period is going to come in Christmas time. Of course, you're in a good position right now, but how much did the fact that teams in Quebec only played like between 2 and 7 games change everything for this year as far as the trading period coming? Well, I think it's safe to say there's nothing normal or regular about our life right now, let alone hockey. And I think, first of all, we have to figure out what kind of playoff format we're going to look at if the best case scenario continues and we keep playing. And I think secondly, as you alluded to, it's hard to know, in fairness to those Quebec-based teams, some of them haven't even made the decision whether they're going to be buyers, sellers, where they're at. And so a lot of us, I think for us, we just stay in the day-to-day process, keep getting better. We'll have a plan in place. If the trade deadline stays the same, we'll have a plan in place if it happens to get pushed back. Because with a record of 9-2, and if it's still going this way, you must be on the good side this year for trying to improve and maybe go all the way. Well, I think anytime you get out of the gate like this, usually the next 10 games will be a better indicator. I think around the 20 game mark, generally you have a true read on your club, but we certainly like the position in right now. And I think we owe it to our players and our fan base if we continue on this way to make a move and probably enhance our club. You mentioned the name of Lucas Cormier a bit earlier. He's going to go to the World Junior Training Camp. Of course, you've been part of those selection camp a couple of times. Do you really think he has everything to make it this year, even if he's only 18? I do. I think Lucas at 18 has a shot. It might only be in the lower end, but if you think of a seventh defenseman who could fill in
for example, on a power play, if one of your top four goes down, there's probably no better candidate at the camp than Lucas Cormier. And obviously I have a biased opinion because I believe in the kid, but his international experience, what he does here, I think just that power play prowess alone is going to get him a long look. It's going to be different this year for that training camp. As I mentioned, you've been involved a couple of times as an assistant coach with that program, but maybe the possibility of losing a guy like Cormier for 7 weeks, it's really long for those junior teams. They're going to love it. Like Val-d'Or, they're going to probably lose Pelletier for those time too. It's not easy. And I was watching the Hockey Canada conference when they announced the invitation, and they made a lot of emphasis about the Quebec teams that were really, really good to loan those players. I mean, it's going to be tough for you to play without that guy for maybe 7 weeks. Well, it is. When you start talking in a condensed 60-game season, you're talking possibly almost a third of our season. Yeah. Our marquee franchise players. So it is a big sacrifice, but I guess we all know the importance of it for the individual player and what it does for Canadian hockey. So I guess we're all in the same boat, and we'll make the most of it. And if you look at the positive, it's going to give some of our depth players a chance to increase their role. And it's almost like adding somebody to the trade deadline when they come back in. Jim, I don't know if you're aware, but you're 7 wins shy of 200 in the Quebec Junior Hockey League. You already won 200 in the OHL. So there's not a lot of coaches did that in their career. Is it something you're proud of, or? Yeah, well, to be honest with you, it's the first I've heard of it. We try to live in a day-to-day bubble, and I've been very fortunate in both leagues in Ontario for a long stretch, and then good fortune down here in Charlottetown. And I've had a lot of good players around me, and I think good players make good coaches. So hopefully the role continues. For the past 5 years, I don't know if you're aware of that, except for Rouyn-Noranda, Charlottetown is the team that had the most points if you had the 5 seasons that you were there in Charlottetown. Do you feel sometimes that you don't have the recognition because maybe you're in Charlottetown, it's not the biggest market of the league, and you're in the Maritimes, and sometimes when we talk about the Maritimes, it's always like St. John, Halifax, and Moncton, not really Charlottetown, Bathurst, but it's 412 points in the last 5 seasons you had. So except for Rouyn-Noranda, you're the second best team in the league. This is something that proves that your program is good. Well, we're proud of the fact that our program has made strides, but there's one big thing missing, that Rouyn has 2 of them, 2 banners with the championship on them. So I think your recognition comes when you finish the job. We've moved the needle here to the position where we expect to win, and I think that's an important thing in the franchise. And recognition is something that comes with your accomplishments, and we don't really worry about that. We try to preach to our players to just get into a day-to-day mindset. Let's not worry about yesterday or tomorrow, just focus in on today. I think as a staff, we try to live by the same guidelines here. That way we don't really worry what anybody's saying, whether it's good or bad. You had a taste of the NHL as an assistant coach. Is it something you still thinking, or it's okay to be in junior hockey and be where you are right now and happy to be there? Yeah, you know what? Again, when I was younger, I was probably guilty of always looking ahead. What's the next step? Where can we go? But at this stage of my life and my career, I'm thrilled to be here in Charlottetown. I'm really, really happy. I'm surrounded by terrific people here, both ownership, staff, players, great community to raise a family. So, again, similar to recognition, those things will take care of themselves down the road. But for now, I'm just trying to do the best job I can with this group. Well, you're doing a really good job, Jen. Thank you very much for this time that you take with us, and good luck for the rest of the season. Thanks very much. Appreciate it. Alors voilà, Jim Moulton, entraîneur-chef et directeur général des Islanders de Charlottetown. À mon humble avis, un homme qui n'a peut-être pas toujours la reconnaissance qu'il mérite. Il fait un travail colossal depuis 5 ans avec cette équipe des Islanders de Charlottetown. Alors, pour résumer un peu l'entrevue, on a touché à plusieurs sujets. Alors, évidemment, au départ, c'est dit heureux de voir qu'à l'île du Prince-Édouard, il n'y a pas eu de cas de COVID. On n'a pas été frappé du tout. Il n'y a pas de cas actifs. Alors, ça se passe relativement bien. Très content du départ, évidemment, de son équipe. On serait à moins de 9 victoires, 2 défaites. On a parlé de Cédric Desruisseaux, qui a obtenu au moins un but dans chacun de ses 10 derniers matchs. Il dit l'an passé, il y avait une frustration, ça ne fonctionnait pas. Il dit cette année, il semble trouver toutes les brèches, tout fonctionne à merveille pour lui. D'ailleurs, le trio de joueurs de 20 ans avec Thomas Casey et Colton Ellis, le gardien de but, est très solide à Charlottetown. Parlant de Colton Ellis, c'est une transaction majeure qui a été conclue par Jim Moulton l'été dernier pour aller chercher ce gardien-là à Rimouski. Il restait une saison à jouer junior comme joueur de 20 ans.
Et on voulait assurer une transition entre Matthew Welsh, qui a terminé sa carrière de 5 ans l'an dernier à Charlottetown, et le jeune Jacob Goby. Il dit, on a appris de nos erreurs. Il dit, quand Welsh est arrivé à 17 ans, on a voulu le pousser à être un gardien numéro 1, puis ça n'a peut-être pas été une bonne chose. Alors, cette année, on voulait que Jacob Goby ait une deuxième saison d'apprentissage comme gardien numéro 2 derrière un vétéran comme Ellis. Et il dit, par après, il pourrait être notre gardien numéro 1 pendant 2 ans. Et Colton Ellis, il dit, c'est un vrai professionnel, s'implique dans les discussions, des avantages numériques, tout ça. Je fais une parenthèse en passant. Colton Ellis, sa moyenne de buts alloués présentement dans la LHJMQ, c'est 2,40 en carrière. Et s'il réussit à maintenir une moyenne inférieure à 2,52 d'ici la fin de la saison, ce qui est très possible, il pourrait devenir le détenteur du record absolu de tous les temps dans la LHJMQ. Parce que le record absolu, c'est une moyenne de 2,52 pour évidemment un gardien de but là, qui a joué un minimum de 3000 minutes. Ça appartient à Andrei Pavelec, l'ancien gardien des Eagles du Cap-Breton. Alors Colton Ellis, en ce moment, ça fonctionne très bien. Il a 7 victoires, aucune défaite devant le filet. On a parlé des 10 prochains matchs qui seraient importants dans le cas des Islanders pour décider ce qu'on va faire pendant la période des transactions. Évidemment, une période des transactions qui s'annonce peut-être différente en raison de la COVID. Est-ce qu'on sera autant enclin à vouloir sacrifier là, des jeunes pour tenter d'y aller le tout pour le tout dans une saison où finalement on ne saura pas comment ça va se passer? On ne connaît même pas encore au moment où on se parle le format des séries éliminatoires. On aimerait ça, évidemment, faire plaisir à nos partisans. On a discuté du défenseur Lucas Cormier qui va participer au camp d'équipe Canada Junior. Selon lui, c'est un candidat parfait là, pour un rôle de 7e défenseur avec la formation canadienne pour jouer sur l'avantage numérique, mais il n'a que 18 ans. Alors peut-être que Cormier devra attendre à l'an prochain. Je lui ai mentionné qu'il lui manquait 7 victoires pour le total des 200 en carrière dans la LHJMQ. Il n'était pas au courant. Il a déjà gagné 200 matchs également comme entraîneur dans la Ligue de l'Ontario. Alors ce serait une première d'avoir un entraîneur qui a gagné au moins 200 matchs dans chacune des ligues. Parler de son avenir. Il a déjà été entraîneur adjoint avec les Panthers de la Floride, il a déjà goûté à la Ligue nationale. Il dit, quand j'étais plus jeune, je m'en faisais un petit peu plus. Il dit, aujourd'hui, je suis heureux où je suis. J'aime ce que je fais. Je suis entouré de bonnes personnes et tout ça. Et il aime la région de l'île du Prince-Édouard. Alors, voilà donc pour Jim Holton, cet entraîneur qui est un des meilleurs, à mon humble avis, dans la Ligue de hockey junior major du Québec, mais qui ne reçoit pas toujours la reconnaissance qu'il mérite. On a discuté beaucoup, évidemment, de la COVID depuis le début de la saison. Et à Drummondville, il y a eu une éclosion il y a une dizaine de jours. On a dû mettre les voltigeurs en mode pause, un peu comme ça va peut-être se passer avec les Saguenay-Chicoutimi à la suite du test positif qu'un membre du personnel a eu. Bref, ça a forcé l'entraîneur adjoint Mathieu Turcotte à demander aux voltigeurs de quitter ce qu'on appelle en anglais un opt-out, de se retirer pour la saison. Mathieu Turcotte, qui est à la 2e saison d'un contrat de 3 ans avec les Voltigeurs de Drummondville, il a, comme vous allez l'entendre dans l'entrevue, des problèmes de santé qui font en sorte que pour lui, attraper la COVID, ça pourrait être beaucoup plus dangereux que pour le commun des mortels, des gens de son âge. Alors, il a décidé de prendre un pas de recul. Et j'ai voulu m'entretenir avec lui justement à ce sujet. Puis on a parlé également de Xavier Simoneau et des Voltigeurs depuis le début de la saison. Alors voici donc l'entraîneur adjoint des Voltigeurs de Drummondville, Mathieu Turcotte. Premièrement, je pense, Mathieu, la première chose, c'est de demander est-ce que ça va bien? Est-ce que tout se passe bien pour toi? Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien pour moi au niveau de la santé. Ça a vraiment toujours été une question de santé là, de me retirer. J'ai une condition cardiaque qui fait en sorte que je suis plus à risque si jamais j'attrape la COVID. Même chose au niveau de ma conjointe qui est encore plus à risque que moi. Donc, c'est des choses qui peuvent paraître théoriques à la base, puis j'en ai jamais vraiment parlé publiquement, mais j'ai un oncle qui est décédé au mois d'avril de la COVID. Donc, c'est quelqu'un qui était quand même important dans ma vie lors de mon cheminement. Donc, c'est quelque chose qui devient réel à un certain moment donné, un petit peu plus que les autres. Fait que je me disais que, une personne, c'était déjà trop. Puis, je voulais pas nécessairement revivre ça avec soit une autre quarantaine parce que ça rentrait dans notre chambre encore une fois. Ou tu sais, au jour le jour, je n'étais plus prêt à prendre ce risque-là pour la santé de ma famille. Je le disais en préambule, tu as annoncé ça lundi passé. Est-ce que ça faisait un bout que tu mijotais ça ou est-ce que ça avait même failli que tu ne reviennes pas en début de saison? On veut toujours être là, on veut respecter notre contrat et tout ça, mais en même temps, comme tu viens de nous le dire, si tu avais eu un décès en plus dans ta famille, j'imagine que l'été dernier, c'est quelque chose qui te tracassait. Là? Oui, il y a eu quand même, je dirais, un mois difficile avant le début du camp. Beaucoup de discussions avec ma famille, mes proches.
Puis ensuite, beaucoup de discussions avec l'équipe aussi, là, à savoir, c'était nouveau pour tout le monde, évidemment, là, donc essayer de trouver un juste milieu pour tout le monde. Qu'est-ce que je pouvais faire suite aux recommandations de mes médecins, de mon cardiologue. On a même une amie de la famille qui est spécialiste là, dans une clinique de COVID qui m'avait recommandé de ne pas continuer, de ne pas coacher cette saison, étant donné notre environnement de travail et les risques pour moi et pour ma famille. Donc, beaucoup de discussions avec l'équipe. On a trouvé un terrain d'entente. Ça a pris quelques temps quand même, mais on a trouvé un terrain d'entente. Puis, tu sais, j'avais beaucoup de conditions particulières, si on veut. J'avais un autre bureau. Je devais porter le masque, les lunettes de sécurité sur la glace aussi. Ça, c'était vraiment une recommandation du médecin de la Ligue également et de notre médecin d'équipe. Donc, tous les médecins étaient sur la même longueur d'onde. Même chose au niveau des déplacements. Quand je voyageais, notre premier voyage sur la route à Rouyn-Noranda, je devais me déplacer en auto pour tous les voyages cette saison. Ça rendait les choses plus compliquées, là, c'est évident. C'était définitivement plus compliqué pour moi. Je ne pense pas que les gens le réalisent vu de l'extérieur, mais ça, c'est correct. Mais c'est vraiment au niveau de la santé. Tu sais, déjà que j'étais hésitant au début, lorsque ça rentre puis tu es en quarantaine, je devais me louer un hôtel pendant 2 semaines pendant ma quarantaine pour ne pas prendre de chance puis donner ça à ma conjointe. Quand tu es tout seul dans ta chambre pendant 2 semaines, ça te permet de remettre les choses en perspective. Et puis, déjà avec ce qui s'était passé, puis aussi les risques qui pouvaient venir avec ça, là, c'était une décision difficile, mais c'était la bonne décision pour moi. Dernière question, Mathieu, sur ce sujet-là. L'an prochain, dans le meilleur des mondes, tu serais encore avec les Voltigeurs de Drummondville comme entraîneur adjoint? Oui, exact. Il me reste 1 an de contrat. Donc, la Ligue a permis un opt-out, si on veut, cette saison pour les gens qui étaient plus à risque. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour cette saison dans le but de continuer ma dernière année de contrat l'année prochaine avec Drummondville. Mathieu, l'an passé, on prédisait, moi j'étais là-dedans, puis je sais que des fois je me faisais taquiner quand tu me voyais dans le bureau des Voltigeurs. On vous prédisait toutes sortes de malheurs l'an passé à cause que l'année d'avant, les Voltigeurs avaient vraiment tout essayé pour gagner. Finalement, vous avez surpris l'an passé. Début de saison cette année encore très bon. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qui se passe à Drummondville pour que ça fonctionne peut-être si bien, puis que la reconstruction qu'on avait peut-être eu peur ne se passe peut-être pas de la même façon qu'on l'avait anticipé? Hein? Je pense que tout le monde travaille dans la même direction à Drummondville, que ce soit Philippe, que ce soit Steve, Alex, Denis, moi, avec Olivier Michaud, évidemment. Je pense qu'on fait confiance au groupe de leaders qu'il y a à Drummondville. Puis ça part de Xavier Simoneau, qui fait un travail colossal, qui fait même un plus gros travail que les gens le réalisent. Je pense que quand tu as des vétérans comme ça, qui démontrent l'exemple à chaque jour, qui poussent leurs coéquipiers là, vraiment dans la bonne direction, je pense que c'est ce genre de choses-là qui peut arriver. Là. Steve puis Xavier font un excellent travail de vraiment dresser le plan qu'on veut avec notre appui, évidemment, avec notre input, si on veut. Et puis Xavier puis le groupe de leadership font un travail colossal. Quand Dawson Mercer est parti à Noël l'an passé pour Chicoutimi, on s'est tous dit l'équipe va s'écraser, puis tout ça, puis on dirait que non, tu sais. Puis tu parles de Xavier Simoneau, c'est sûr que je voulais t'en parler là, avec son invitation à Équipe Canada, puis le fait qu'il n'a pas été repêché. Ce bonhomme-là fait quoi de si spécial que ça pour être capable de presque prendre une équipe au complet sur ses épaules? C'est pas le plus gros joueur, là, 5 pieds 7, 5 pieds 8, là, puis il traîne beaucoup. Oui, bien, j'étais surpris qu'il ne soit pas repêché cette année, pour être bien honnête. Je m'attendais à ce qu'il soit. Xavier, on pense souvent à son talent, parce qu'il est bourré de talent. Mais ce qu'on oublie par moment, c'est sa combativité et sa fougue. T'sais, son niveau de combativité est encore plus grand que tout le talent qu'il a. Ça fait en sorte que ses coéquipiers n'ont pas le choix de le suivre. Puis ce que les gens ne réalisent pas, puis c'est impossible sans que tu sois à l'intérieur, c'est vraiment son leadership. Souvent, on voit au niveau junior et les niveaux inférieurs, quand c'est des jeunes adultes ou des adolescents, ils lead par l'exemple, si on veut. Mais Xavier, il amène ça à un autre niveau que d'habitude, on voit encore plus tard dans le cheminement d'un joueur. Il est capable d'avoir le pouls sur la chambre, le pouls sur la situation. Il est capable de
aider à faire progresser chaque joueur dans le but d'améliorer l'équipe, dans le but de gagner. C'est un niveau qu'on ne voit pas souvent. Et puis, je pense que la plupart du succès qu'on peut voir, là, c'est directement lié à Xavier, puis la façon dont il travaille, là, autant sur la glace que dans la chambre et partout au sein de notre organisation. Ben écoute, Mathieu, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Je sais que c'était un peu délicat comme sujet au départ, mais je pense que c'est le fun que tu puisses partager vraiment la situation. Puis on va te souhaiter que ça se passe bien pour toi, puis de faire attention à toi parce qu'il y a des fois des gens qui ne prennent pas toujours ce virus-là au sérieux, mais dans des personnes qui ont des conditions comme la tienne, c'est certain que ça fait plus réfléchir. Alors, merci beaucoup, puis bonne chance. Alors voilà, c'était cet entretien avec Mathieu Turcotte, entraîneur adjoint des Voltigeurs de Drummondville, qui a appuyé sur le bouton pause lundi dernier. On lui souhaite que ça se passe bien et qu'il revienne l'an prochain avec les Voltigeurs dans une saison qui, on l'espère, sera plus normale. Petite parenthèse en ce qui concerne Mathieu Turcotte, malheureusement, on a eu un petit problème pendant une petite partie de l'entrevue qu'on a dû retrancher, mais je lui ai parlé, pour ceux qui l'ignorent, il était à la tête des Chevaliers de Lévis. Équipe Midget 3A qui, lors de la saison 18-19, donc pas l'an passé, l'année précédente, 41 victoires, 1 défaite durant la saison régulière. Cette équipe-là s'est présentée en série, évidemment favorite pour tout gagner. Et en demi-finale, l'équipe a croisé le fer avec les Lions du Lac-Saint-Louis et le gardien Devin Levi. Le même Devin Levi qui a été invité au camp d'équipe Canada Junior qui va commencer la semaine prochaine. Et Levi a été sensationnel. 65 arrêts dans un match en 60 minutes. Finalement, l'équipe Lac-Saint-Louis a vaincu les Chevaliers de Lévis dans ce match numéro 3 pour prendre les devants 2-1 dans la série et a éventuellement éliminé les Chevaliers de Lévis en demi-finale. Le Lac-Saint-Louis s'est incliné par la suite en finale contre Magog, mais c'est vraiment ce gardien, Devin Levi, qui a sorti les Chevaliers de Lévis de cette saison de rêve, de cette saison hallucinante. Et Mathieu Turcotte a parlé en bien de Devin Levi, dit qu'assurément, il peut mêler les cartes lors du camp d'équipe Canada Junior, dont on vous reparlera beaucoup plus la semaine prochaine. On sera à la veille du début du camp, qui sera très long cette année, qui va commencer le 16 novembre pour se poursuivre jusqu'au 13 décembre, où on devrait annoncer l'équipe. Par la suite, il y aura le processus de la bulle à Edmonton, les matchs pré-compétition. On va vous présenter, bonne nouvelle pour les amateurs de hockey junior, je fais tout de suite la promotion. Les 28, 29 novembre, 5 et 6 décembre et 12 et 13 décembre, on va vous présenter 6 matchs d'équipe Canada Junior au camp d'entraînement contre les étoiles universitaires de l'Alberta. Alors, ça va être intéressant de voir un peu la formation de l'équipe d'André Tourigny. On sera en mesure déjà, probablement qu'au premier match, au 28 novembre, il va rester peut-être 28, 29, une trentaine de joueurs maximum à la disposition d'André Tourigny. Alors, on verra comment ça va se passer là, au cours de ces matchs-là, mais je pense que ça va être intéressant et ça va mettre la table surtout pour notre tradition du temps des fêtes du championnat mondial de hockey junior qui attire toujours beaucoup d'attention à RDS et un peu partout au Canada. Et surtout cette année, les matchs vont être diffusés à heure de grande écoute. On connaît déjà le calendrier des matchs. Les 4 matchs préliminaires du Canada dans la phase préliminaire entre le 26 et le 31 décembre auront lieu à 18h heure de l'Est. Et comme visiblement, il n'y aura pas d'autres hockey à ce moment-là, j'ai l'impression que le championnat mondial de hockey junior cette année, ce sera, comme c'est souvent le cas, la grosse affaire du temps des fêtes, mais peut-être encore plus cette année en raison de la situation qui nous occupe. Alors voilà, on a fait pas mal le tour. Je pense qu'à surveiller cette semaine, demain, le 10 novembre, dépendamment à quel moment vous écoutez cette balado-diffusion, mais le 10 novembre, on devrait en apprendre un petit peu plus là, sur la fameuse bulle que la Ligue de hockey junior majeur du Québec veut créer. Bulle qui commencerait probablement dans à peu près une semaine, le 17 novembre, pour que ces équipes-là, les 7 équipes en zone rouge, peuvent elles aussi jouer des matchs et reprendre un peu le temps perdu sur le calendrier. Et on espère que peut-être d'ici la fin du mois, si la COVID peut collaborer un petit peu, peut-être que certaines équipes vont sortir du rouge et vont tomber en zone orange. Et là, on pourra reprendre les matchs qu'on n'a pas pu jouer. Mais si on regarde la situation dans les Maritimes, là, il y a seulement que 2 matchs qui ont été annulés. On en reprend un demain, justement, entre Moncton et Saint John. Et il y en aura un autre qui sera repris entre Charlottetown et Moncton au début du mois de décembre. Donc, toutes les équipes, au moment où on se parle, si la situation avait été comme on le souhaitait, toutes les équipes devraient avoir 12 matchs de jouer. Il y a seulement 3 équipes dans les Maritimes qui ont 12 matchs de jouer, mais dans les marchés du Québec, c'est un petit peu plus difficile. Alors, on espère que cette bulle-là au centre Vidéotron, même si ça coûte cher, même si ça demande un sacrifice aux dirigeants d'équipe juniors, que ça puisse fonctionner pour permettre aux jeunes de progresser un peu dans cette saison qui, ma foi,
et complètement différente. Alors voilà, c'est ce qui complète Sur la glace, édition du 9 novembre. Je remercie Félix Royer à la technique. Bon, juste avant de faire mes remerciements, je veux saluer, pas l'habitude de faire ça souvent, mais je trouve ça important de le souligner, le collègue Michael Alancette, qui travaille chez la compétition TVA Sport. On le sait, c'est pas facile en ce moment avec tout ce qu'on vit, alors il a décidé de prendre une autre avenue dans sa carrière et sur Twitter ce matin, j'ai pas hésité à lui souhaiter bonne chance. Je pense qu'on souhaite le meilleur. C'est un gars extrêmement travaillant. Quand on a de la compétition, ça nous force à être meilleur. Je peux vous dire qu'au cours des 9 dernières années, j'ai été à même de constater que Michael était un gros travaillant et qui sortait beaucoup de nouvelles, qui travaillait fort. Et malheureusement pour lui, là, au niveau professionnel, avec son employeur, ben, c'est terminé. Il va sûrement être en mesure de rebondir quelque part. Je lui souhaite la meilleure des chances et c'est très sincère. Alors voilà, c'est dit. Je trouve ça important. Je remercie Félix Royer à la technique, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche, Stéphane Leroux qui est très heureux chaque semaine de vous accompagner dans ce projet et on se donne rendez-vous la semaine prochaine Sur la glace. Merci, salut!